C'est une nouvelle semaine d'information. Merci de nous suivre au sommaire de cette édition. La date butoir de l'opération de renouvellement de la liste électorale est prorogée au 5 juin prochain à 12 h. Une nouvelle proposition de la CEI au gouvernement. L'objectif est de permettre à tous d'être sur le listing électoral. Ces derniers jours, l'opération a connu un ralentissement causé par les intempéries. Les examens de l'enseignement technique et professionnel démarrent le 7 juillet prochain. Les convocations seront disponibles en ligne dès le 1er juillet. Des précisions sur ce calendrier des examens de ce département ministériel vous sont données au cours de cette édition. Et nous parlerons aussi dans ce journal des pluies torrentielles qui ont fait d'énormes dégâts dans la commune de Cocody. Nos reporters sur le terrain ont fait le point. Attention, la saison n'est pas terminée, prévient la Sodexam. La population est appelée à rester prudente. Bienvenue dans ce 23h. La commission électorale indépendante propose un nouveau report de la date butoir de l'opération de révision de la liste électorale prévue s'achever demain, le 30 juin. La fin de l'opération pourrait être repoussée au 5 juillet prochain. Écoutons à ce propos la déclaration de la CEI. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens en âge de voter sa proposition au gouvernement de proroger l'opération de révision de la liste électorale au dimanche 5 juillet à 12 h. À la demande des partis politiques de tous bords, suite aux 3 jours de pluie torrentielle, la CEI offre l'opportunité de se faire enrôler aux requérants qui ont manifesté par leur forte mobilisation leur intérêt pour cette opération en Côte d'Ivoire comme dans les centres d'enrôlement de nos représentations diplomatiques. Conformément à la pratique électorale, les centres seront exceptionnellement ouverts dès 7 h et ne fermeront qu'à la réception du dernier requérant présent dans le centre à sa clôture le 5 juillet à 12 h. À ce propos, la porte-parole adjointe de la CEI était sur le plateau de l'édition de 20 h. Revoyons ensemble son intervention. Effectivement, nous en sommes au deuxième report, à la deuxième prorogation, on va dire. Et cette deuxième prorogation obéit à plusieurs facteurs. Tout d'abord, en premier lieu, je vais vous dire qu'on est agréablement, on constate avec bonheur que les électeurs, les futurs électeurs, ont répondu massivement à notre appel et se font enrôler de façon de plus en plus importante. Et donc, naturellement, les électeurs, comme les partis politiques et nos partenaires bailleurs de fonds, ont souhaité que pour qu'un plus grand nombre de requérants puissent se faire enrôler, ils ont souhaité pouvoir avoir quelques jours de plus. La semaine dernière, après la première prorogation, pendant 2 jours, nous avons eu des pluies torrentielles qui ont fait que bon nombre de nos concitoyens n'ont pas pu se déplacer vers les centres d'enrôlement. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle nous avons proposé au gouvernement cette nouvelle prorogation afin qu'aucun Ivoirien en droit, en âge de voter, ne puisse être empêché de le faire. Il y a eu quelques problèmes au début au niveau de la délivrance des actes administratifs qui sont requis pour l'enrôlement. Je veux parler du certificat de nationalité, je veux parler de la carte nationale d'identité. Et tout ça est rentré dans l'ordre petit à petit, puisqu'aujourd'hui, l'administration a organisé la délivrance massive de ces pièces pour permettre gratuite aussi pour certaines pièces. Oui. Et je dois vous dire que ces centres d'enrôlement pour les pièces administratives fonctionnent 7 jours sur 7 au jour d'aujourd'hui, pour permettre au plus grand nombre, comme j'ai dit, de pouvoir se faire enrôler, ceux qui le désirent en tous les cas. Voilà, et on retient donc que l'opération de renouvellement de la liste électorale se poursuit jusqu'au 5 juillet prochain.
Et dans cette période électorale, il se prépare les examens de fin d'année de l'enseignement technique et professionnel. Dès le 1er juillet prochain, il est prévu la mise en ligne des convocations aux examens. À vos stylos et papiers, notez les informations utiles sur la tenue de ces examens, des indications contenues dans ce reportage de Grace Kando. Les convocations des candidats des examens à grand tirage de l'enseignement professionnel seront mises en ligne le 1er juillet prochain. Les épreuves physiques, orales et écrites, quant à elles, démarrent du 7 juillet pour s'achever le 24 juillet. La session 2020 des examens de la formation professionnelle enregistre 17 084 candidats contre plus de 12 000 l'année dernière, soit une augmentation de 39,54%. En majorité, ces candidats composent dans les spécialités du brevet de technicien BT, qui représente 69,1%, et du certificat d'aptitude professionnelle CAP, représentant 27,3%. Relativement aux filières de formation, on note que 39,51% des candidats sont dans les filières du secteur industriel, contre 60,49% dans les filières du secteur tertiaire. Toutefois, le pourcentage des candidats de sexe féminin dans les filières industrielles demeure toujours faible, avec 13,4%, tandis qu'elle représente 70,8% des candidats du secteur tertiaire. Les examens de cette année se déroulent dans un contexte de crise sanitaire. Des dispositions pratiques ont été prises pour le respect des mesures barrières. La déconcentration de l'organisation de l'épreuve physique et sportive, EPS, au niveau des directions régionales. Cette mesure vise à éviter le regroupement important de candidats dans les centres. Ces épreuves ne porteront que sur les sports individuels. La reprogrammation des stages d'immersion en entreprise. Pendant leur formation au brevet de technicien, les apprenants doivent effectuer un stage de 6 semaines au moins en entreprise. Ces stages se dérouleront après les épreuves orales, pratiques et écrites. Le réaménagement des ateliers et l'allègement des travaux pratiques, TP. En tenant compte de cette situation, ces travaux pratiques ne porteront pour cette année que sur une seule épreuve, au lieu de 2. Les résultats seront connus le vendredi 14 août 2020 sur le site www.formation-professionnelle.gouv.ci. Intéressons-nous à présent à cet autre point de l'actualité ivoirienne, la saison des pluies. Elle s'est annoncée avec faste cette année. On a pu constater les dégâts causés par les fortes intempéries. Dans la semaine dernière, dégâts matériels et pertes en vie humaine ont été enregistrés dans la commune de Cocody. La saison des pluies n'est pas encore passée, précise la Sodexam, et les populations doivent être prudentes et doivent impérativement quitter les zones à risque. Suivant ce reportage sur le terrain de Gabriel Zani. Riviera, rue Ministre, les traces des eaux pluviales sont encore visibles, une rue dégradée. Plusieurs objets usagés drainés par les eaux qui ont envahi cette zone depuis la mi-juin, difficile de pratiquer la voie. Ce lundi, la Sodexam, la Société de développement et d'exploitation aéroportuaire et météorologique, annonce des pluies modérées. Nous avons interrogé le chef de service des prévisions de la Sodexam un peu plus tôt dans la matinée. Il s'est prononcé sur la question. Nous avons des pluies sur presque tout le littoral ivoirien et ces pluies modérées vont demeurer jusqu'à dans la soirée. Mais pour certains endroits, le constat pourra être tout autre. On peut avoir des pluies fortes en ces moments-là, même dans cette journée. La saison des pluies n'est pas encore finie. Une accalmie des précipitations ne doit pas faire baisser la vigilance. Les secteurs de certains quartiers des communes d'Abidjan sont toujours en zone orange. Ce qu'il faut retenir, nous sommes en saison des pluies. Et en saison des pluies, nous pouvons avoir des précipitations importantes. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore sortis de notre saison des pluies. Donc, on peut s'attendre à de fortes précipitations durant cette semaine. Les caniveaux bouchés ne font pas bon ménage avec les pluies diluviennes. Les grandes voies sont obstruées, l'eau ne passe plus et stagne. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires appelle les populations au civisme. Il y a des caniveaux qui ont été installés ici et là
Malheureusement, ces caniveaux, c'est autre chose qu'on retrouve là-dedans. Donc quand ces caniveaux sont bouchés, l'eau cherche sa route ailleurs. Il y a des ouvrages qui sont à ciel ouvert. Il faut faire très attention. Lorsque c'est rempli, il ne faudrait pas que les gens s'entêtent à traverser les zones qui sont inondées. Sinon, malheureusement, on retrouve des gens dans les égouts. Quitter les zones dangereuses, c'est le moyen le plus sûr de sauver sa vie et celle des autres. Cela permettrait d'éviter les scènes de chaos, de désolation provoquées par le courant des eaux. Voilà, la prudence est de mise en cette saison des pluies diluviennes, examens scolaires, processus électoral. Voilà autant d'événements qui font l'actualité en Côte d'Ivoire sans qu'on ne perde de vue la Covid-19, l'ennemi numéro 1 mondial de ces derniers mois. « 113 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés par les autorités sanitaires ce lundi 29 juin. Le bilan de la pandémie en Côte d'Ivoire est de 9 214 cas confirmés, dont 3 996 personnes guéries et 66 décès. Écoutons la déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à ce propos. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 29 juin 2020, 113 nouveaux cas de Covid-19 sur 1053 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs, 188 guéris et 0 décès. À la date du 29 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 214 cas confirmés, dont 3 996 personnes guéries, 66 décès et 5 152 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 53 938. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Voilà 9 214 cas confirmés en Côte d'Ivoire. Voyons les chiffres dans quelques pays d'Afrique. Au Ghana sont enregistrés 17 351 cas confirmés, 112 décès. En Guinée, 5 342 cas confirmés, 31 décès. Au Nigeria, 24 567 cas confirmés, 565 décès. En Afrique du Sud, 138 134 cas confirmés, 2 456 décès. En Égypte, sont enregistrés 65 188 cas confirmés et 2 789 personnes décédées. Un total dans le monde entier qui fait 110 331 347 cas confirmés, 5 608 146 personnes guéries et 506 080 décès. Pour faire face à la pandémie en Côte d'Ivoire, 3 milliards de francs CFA ont à ce jour été investis par l'État pour la prise en charge des cas et l'acquisition de tests de dépistage. Le point presse quotidien du gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire a reçu le maire de la ville de Dimbokro qui a présenté les initiatives prises dans sa cité pour éviter tout développement de foyers de contamination. Le résumé de ce point presse du gouvernement du jour est résumé par Mahama Traoré. Focus ce lundi sur Dimbokro, chef-lieu de la région d'Unzi. Cette cité de 102 000 habitants reste pour l'heure faiblement impactée par la Covid-19 selon le ministère de la Santé. Seul un cas positif détecté à ce jour. Face à la presse, le maire Gabriel Bilédié-Méléou détaille les actions menées sur place, installation de kits sanitaires, désinfection des bâtiments administratifs et autres lieux publics, sensibilisation de masse par la radio locale, plus de 10 000 cache-nez distribués. Et des dispositions ont été prises au niveau du comité de suivi, de sorte que nous puissions fabriquer nous-mêmes des cache-nez par les couturiers qui sont dans la commune. Et pour ce faire,
il y a deux modes. Quand vous venez avec votre tissu, le couturier vous le fait à 25 francs parce que vous avez la plus grosse matière. Lorsque vous venez à lui, il y a un tarif qui a été retenu, il est de 150 francs. Pour rappel, la prise en charge de la Covid-19 est entièrement supportée par l'État. Dr Edith Kwasi donne ici des précisions sur ce qu'auraient coûté les tests de dépistage. Le test, si on devait le payer, selon les informations que nous avons reçues, devrait coûter par personne autour de 60 000 francs CFA. Donc nous sommes aujourd'hui à 52 885. Vous voyez que ce n'est pas moins de 3 milliards que l'État a supporté à ce jour pour dépister le nombre que nous avons aujourd'hui. Maintenant, si on met à cela le dispositif pour faire le prélèvement, qui a un coût, encore on ajoute les sites de prélèvement qui sont faits justement dans le but de faire le dépistage. Si on met encore les personnes qui sont chargées de collecter les échantillons, de les acheminer vers les lieux indiqués pour faire le dépistage, vous voyez que je pense qu'on peut aller au-delà de 60 000 francs par personne. Quel bilan faire de l'opération menée dimanche dernier dans la commune de Cocody par les forces de sécurité pour s'assurer de l'application des mesures barrières dans les maquis et restaurants? Plusieurs maquis ont été visités, pas de saisies opérées. Nous notons néanmoins que les mesures de distanciation sociale étaient partiellement respectées dans certains maquis dont les tenanciers ont été rappelés très vite à l'ordre. Par contre, dans l'ensemble, le nombre de personnes rassemblées tel que recommandé par le CNS est respecté par les tenanciers des 10 maquis. Les bars, quant à eux, restent fermés. Concernant la mesure d'isolement du Grand Abidjan, notons que 56 véhicules et 151 personnes ont été refoulés dimanche dernier sur les axes d'Abou-Grand Laou, d'Abou-Sikensi, pour défaut de laisser passer. Les actes de solidarité viennent en appui aux efforts du gouvernement. Ils sont menés par des particuliers et organisations. Et dans ce cadre, la Fondation Kalou a fait don d'une ambulance de réanimation au service aide médicale urgente, le SAMU, pour faciliter la prise en charge des malades de la Covid-19. Ce don a été réceptionné vendredi dernier au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La page politique de ce journal à présent s'ouvre avec cette opération de sensibilisation des Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale. Ramatali Bakayoko à Dimbokro pour le compte du RHDP. Le point avec Sephora Zegui. Faites-vous enrôler, chers parents du Unzi. C'est en substance le message qu'a livré Ramatali Bakayoko, coordonnatrice régionale RHDP du Unzi. À ses côtés, Séraphin Yao, coordonnateur associé, explique le processus pour être inscrit sur la liste électorale et les conditions pour avoir son certificat de nationalité ou sa carte nationale d'identité. Nous avons sillonné quartiers, villages et aujourd'hui nous sommes en train de rencontrer les chefs de communauté et les chefs religieux pour que le temps qui nous reste à finaliser cette opération, nous puissions avoir un résultat probant. Il était de notre devoir de venir dans la région du Nzi porter le message du gouvernement pour que les populations, pour mettre en mission les leaders communautaires, les leaders religieux, les associations de femmes et des jeunes, pour qu'ils investissent les campements, les villages, en tout cas les familles, les communautés, pour leur expliquer l'importance du respect des mesures barrières. Et ça, c'était la première mission. La deuxième mission, non moins importante, c'est de faire le bilan de l'enrôlement des populations, en tout cas en âge de voter, sur la liste électorale. Pour la coordonnatrice régionale RHDP du Unzi, le vote permet aux citoyens de faire fonctionner la démocratie. Elle les invite donc à effectuer cette première phase. Dans la région de la Mai, la représentation du RHDP est boostée par un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA. L'objectif, c'est d'amplifier les actions sur le terrain des militants de ce parti. Issa Chonan Yeo.
Donner des moyens logistiques aux jeunes du RHDP, Rassemblement des Ufotistes pour la démocratie et la paix de la région de Lamé, pour assurer la victoire de Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti à la présidentielle d'octobre prochain. C'est ce que vient de faire le ministre Joseph Sekaseka, coordonnateur régional associé du RHDP de Lamé. 10 motos aux délégués départementaux et sous-préfectoraux pour sillonner la région et du matériel informatique pour équiper le siège du RHDP d'Azopé sont offerts. Nous avons beaucoup de difficultés sur le terrain. C'est une zone beaucoup enclavée et il faut parcourir les morts et marais pour pouvoir véhiculer le message du parti. Alors en ayant ce don, c'est un véritable ouf de soulagement. La région de Lamé veut fortement contribuer à l'élection du candidat du RHDP dès le premier tour. Pour le coordonnateur régional associé du RHDP de Lamé, les moyens logistiques mis à la disposition des délégués du parti leur permettront de dénicher de nombreux électeurs. Donc nos stratégies consistent à faire un travail de contact, de proximité envers et nos militants et nos sympathisants, voire même les militants des autres partis qui aujourd'hui voient le travail abattu par le RHDP à travers les actions du président de la République et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les militants de certains partis d'opposition le voient, sont prêts à venir. Donc nous devons faire le premier pas vers eux pour les amener à nous rejoindre. Pour assurer la victoire de Amadou Gon Coulibaly, Joseph Sekaseka dit compter sur la mobilisation des nouveaux majeurs. Il les a exhortés pour ce faire à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Voilà, on voit bien l'enrôlement sur la liste électorale et la préoccupation actuelle des politiques. Pour y arriver, on constate de grandes campagnes de sensibilisation. Les chefs traditionnels et leaders communautaires des communes de Koumassi, Marcory et Treichville ont été entretenus à ce propos. Abou Sanogo nous en dit davantage. Mairie de Treichville. Rencontre entre le coordonnateur régional RHDP du Poro, Issa Coulibaly, et les leaders communautaires de la région résidant dans les communes de Treichville, Marcory et Koumassi. L'objectif est de les mobiliser et les inciter à s'inscrire sur la liste électorale. Je suis venu leur dire combien il est important de se faire enrôler sur la liste électorale. Quels que soient les sentiments d'affection que nous avons pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quel que soit notre attachement à la personne du président Alassane Ouattara, dont tout le monde sait dans quel état il a pris la Côte d'Ivoire. Si nous ne faisons rien pour l'aider à faire en sorte qu'après lui, son œuvre continue, en faisant en sorte qu'au soir du 31 octobre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly soit porté à la tête de la magistrature suprême en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, c'est comme si nous n'avons pas reconnu le travail excellent que le président Alassane Ouattara a abattu. Les cadres et leaders communautaires de la région du Poro sont invités à être des relais dans leurs communautés respectives. Après la commune de Treichville, le ministre Issa Coulibaly, coordonnateur régional RHDP pour la région du Poro, se rendra dans les communes de Port-Boué, d'Atekoubé, de Yopougon, d'Abobo et de Cocody. S'inscrire sur la liste électorale requiert l'obtention de documents administratifs justificatifs de l'identité de chaque individu. Pour s'assurer du bon déroulement de cette étape dans le handball, Ali Coulibaly, coordonnateur régional RHDP, a mené une mission d'inspection auprès des autorités locales, suivant le rapport de Djeneba Ouattara. Le ministre Ali Coulibaly, coordonnateur régional RHDP de la région du handball, au tribunal de première instance de Katiola et au conseil régional de Dabakala pour comprendre les difficultés liées à la délivrance des certificats de nationalité et jugements supplétifs, documents administratifs qui permettent l'enrôlement sur la liste électorale. Le ministre a échangé avec les autorités judiciaires et administratives. Au centre des préoccupations, comment faciliter la délivrance de ces documents administratifs. Ali Coulibaly exhorte les nouveaux majeurs à s'approprier le processus. Nous sommes
un stade important du processus électoral. Et je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui pour choisir celui qui va présider aux destinées de notre pays. Et j'invite tous les jeunes à se mobiliser. Les nouveaux majeurs sont la cible de Albert François Amichia en tant que coordonnateur régional du RHDP. Il a mis en mission femmes et jeunes des communes de Trècheville et de Marcory afin d'identifier et convaincre les nouveaux majeurs de ces deux zones. Mamadou Kwesi. De jour comme de nuit, la coordination régionale du RHDP de Trècheville et de Marcory est sur le terrain pour sensibiliser la population, surtout les nouveaux majeurs. Il faut les amener à participer massivement au processus d'enrôlement sur la liste électorale. Le vote est un devoir citoyen et de comprendre que le meilleur choix sera celui du RHDP en se faisant enrôler sur la liste électorale. Trècheville et Marcory veulent enregistrer le plus grand taux d'inscrits de nouveaux majeurs. Et le coordinateur régional, le ministre François Albert Amichia, et ses associés multiplient les rencontres. Ce sont les groupements de femmes et les associations de jeunesse qui sont mis en mission au quotidien pour convaincre davantage les populations à s'inscrire sur la liste électorale. Avec ces populations, le message a été clair. Il nous reste encore quelques jours. Et c'est là que vous devez jouer votre rôle. Vos enfants qui ont eu 18 ans, vos frères qui ont eu 18 ans, vos sœurs qui ont eu 18 ans, il faut les amener à s'inscrire. Les femmes des communes de Marcory et de Trècheville ont reçu l'ordre de la coordination régionale de ratisser l'âge afin d'inscrire sur le maximum de nouveaux majeurs. Et pour y arriver, elles doivent investir les marchés, les ménages et les autres lieux de rencontre. Des opérations qui doivent à terme assurer la victoire du candidat du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Nous partons pour le centre-ouest de la Côte d'Ivoire où le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, poursuit sa mission de remobilisation des coordinations régionales. Revoyons son parcours dans le Haut-Sassandra et c'est avec Kader Sogodogo. C'est par Issia que le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, entame sa tournée dans la région du Haut-Sassandra. Le point de l'enrôlement, des messages de remobilisation, le RHDP est au travail, avec en ligne de mire la présidentielle d'octobre prochain. Après Issia Zoukougbe, les militants ont eu droit au même message. À Vavois qui a suivi et à Daloa, les grandes questions de l'actualité ont été abordées. Le coordonnateur régional du Haut-Sassandra, le ministre Mamadou Touré, affiche d'ailleurs un bilan satisfaisant. Jusqu'à la fin de l'enrôlement, on aura dépassé les objectifs qui nous ont été assignés. Ensuite, ce qui est important, c'est la cohésion au niveau donc, du Haut-Sassandra. Ce qui est important, c'est de noter aussi que les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé aujourd'hui. Le RHDP est la seule formation politique dans le Haut-Sassandra à rassembler les Ivoiriens dans leur diversité. Venir dans le Haut-Sassandra obéit déjà au principe que le Haut-Sassandra est la deuxième région en termes de population électorale après le district d'Abidjan. C'est un élément, c'est un indicateur. Et je note que toute cette coordination régionale a mis en place un maillage qui nous permet aujourd'hui, de par la mise en place donc des animateurs politiques, de disposer d'un électorat déjà établi. Et vous avez pu suivre avec moi toutes les rencontres, aussi bien à Zoukoube, à Issia, à Vavois, qu'à Daloa même. Il y a non seulement la ferveur, mais il y a de l'organisation. D'autres coordinations régionales seront visitées par le directeur exécutif du RHDP. La sphère culturelle ivoirienne est de nouveau en deuil. Le comédien Lance Touré est décédé la nuit dernière à 65 ans. L'acteur scénariste Lanciné Touré, de son vrai nom, a quitté ce monde après une longue maladie. La rédaction lui rend hommage en revenant sur son parcours et mérite. Le cinéma ivoirien vient de perdre un de ses acteurs clés. Lance Touré, de son vrai nom, Lanciné Touré, est décédé dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2020 à son domicile des suites d'une longue maladie. Né en 1955 à Bouaké, Lance Touré, avec sa silhouette filiforme, a fait le beau jour des planches et du cinéma ivoirien. Devenir comédien a toujours été pour lui une obsession depuis l'école. Il n'hésitait pas, à cette époque déjà, à économiser de l'argent en tant qu'élève pour aller voir la pièce de théâtre Toroyini. Une pièce qui déclenche en lui la passion pour le théâtre. Il s'y met et devient comédien. Son premier rôle est campé dans la pièce Qu'en dis-tu
de la troupe Soleil du Cocody de Diallo Tikwayi Vincent. Nous sommes dans les années 86-87. En 1991, il intègre la série satirique Faut pas fâcher de la RTI en tant qu'acteur puis scénariste. Mais c'est en 1995 que le comédien crève l'écran à travers les spots publicitaires et la série de sensibilisation Sida dans la cité où il porte le nom de Serapo en tant qu'acteur principal. Dans cette série, il met tout le monde d'accord sur son talent et son sens de l'humour. Un talent qu'il mettra au service de plusieurs productions cinématographiques. Depuis 8 ans, Lance Touré a pris ses distances avec le milieu cinématographique parce que, rongé par la maladie, la grande faucheuse vient de l'arracher à 65 ans à l'affection des siens alors qu'il préparait Taxi des gardes 24 heures sur 24 avec Adama Daïko en tant que réalisateur. Cet enseignant de CAFOP laisse derrière lui une veuve et 6 enfants. Voilà un parcours inspirant du regretté Lance Touré, décédé la nuit dernière. Et nous terminons ainsi cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Suivez toute l'actualité d'ici et d'ailleurs dès demain à partir de 6h. Et je vous retrouve dès 23h demain. Portez-vous bien.